Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir. On consacrera notre numéro une nouvelle fois aux prochaines locales. Nous en avions parlé mercredi dernier où les enjeux étaient au centre des débats. Aujourd'hui, nous axerons les interventions sur l'impact de ces élections sur le développement local. Les collectivités locales, notamment les communes qui sont considérées d'après la législation comme les collectivités territoriales de base, constituent en effet l'élément fondamental du processus de développement local en raison de leur connaissance réelle des besoins des citoyens ainsi que du potentiel de ressources locales dont elles disposent. Cependant, dans la pratique, vous me direz, cette instance de base peine à répondre aux demandes de ses citoyens et d'aboutir au final à l'amélioration du cadre de vie de ses concitoyens. Des défaillances et des dysfonctionnements multiples qui sont imputables à de nombreuses causes freinent le rôle des communes dans le développement de leur territoire. Quelles sont-elles? Nous en parlerons justement ce soir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Ammar Ouabhi. Bonsoir. Vous êtes ancien cadre de l'administration locale, formateur et formateur certifié par l'ISGP. Merci d'être certifié par l'OCDE. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et nous accueillons M. Ahmed Trinissa. Bonsoir, vous êtes professeur universitaire en droit. Nous avons l'habitude de vous accueillir. Merci d'être avec nous ce soir, Monsieur Trinissa. Alors, comme je vous le disais, la commune constitue un acteur de développement local, étant considérée comme la collectivité territoriale de base et l'assise de la décentralisation. En Algérie, comment peut-elle donc contribuer à la quête du développement de son territoire? Je vais vous donner d'abord à vous, Monsieur Ammar Ouabhi, la parole. Vous qui connaissez tous les rouages de l'administration locale pour avoir tenu des postes dans les wilayas, dans les daïras. Vous avez formé également les élus, les cadres de l'administration. On peut aujourd'hui dire que le cœur de la décentralisation et du développement local sont dans les mains de cette commune. Oui. Bon, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Et sincèrement, c'est une exception que je vous ai faite. Vous n'avez pas l'habitude d'accepter les invitations des médias, vous faites l'honneur d'être là ce soir. Mais parce que vous avez fait ce thème concernant les communes, et comme je suis un cadre de la locale, et fier de l'être, parce que je défends beaucoup la locale, et j'ai acquis une grande expérience dans ce secteur de la locale. Donc c'est pour ça aujourd'hui, avec moi-même, j'ai décidé de donner de la formation à tous les cadres locaux, élus et administrateurs. Et c'était au moins un peu de ma part, par honnêteté, donc je dois restituer cette expérience. Voilà. Donc, en ce qui concerne, madame, le développement local. Le développement local, nous savons tous que la commune, madame, par la Constitution, c'est la cellule de base. Et c'est le premier rempart entre, on va dire, le pouvoir et le citoyen. Oui. Et c'est là où s'exprime le citoyen. Donc, nous, cadres locaux, qui étions à l'époque, maintenant, on ne l'est pas, mais quand même, on est toujours sur le terrain, les cadres locaux sont à l'écoute, donc, madame, du citoyen. Et tout ce développement dont vous parlez local, il est très soutenu par l'État et financé par l'État en fonction des besoins de tous les citoyens de la commune. Vous voulez dire que quelque part, cela crée une dépendance? Voilà. Donc, moi, de par mon expérience, on a toujours écouté le citoyen, parce que le cadre de la locale, moi je vous le dis, sa devise, c'est l'écoute. Et on a trop écouté les citoyens, on a compris leurs préoccupations. Et comme nous sommes un service public, donc on doit satisfaire les besoins de ce citoyen. Alors là, la commune, je vais vous le dire tout de suite, peut-être qu'on l'a oublié. A-t-elle le pouvoir, justement, la commune, de satisfaire les besoins de ses citoyens? On a souvent tendance à dire que l'élu a un peu les mains et les poings liés parce qu'il n'a pas assez d'autonomie, assez de liberté, ne reçoit pas sa fiscalité, oui. Tout est centralisé. Est-ce qu'aujourd'hui, la commune a les moyens de répondre aux besoins de ses citoyens? Madame, je ne suis pas d'accord avec cette conception. Et,
le président de l'Assemblée populaire communale n'a pas de pouvoir, n'a pas ceci, les mêlés, ça. Madame, c'est un langage qui est en dehors de la sphère donc des structures de la locale. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord, puisque quand on fait un plan de développement, madame, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les citoyens, on va vers le citoyen, sur le terrain, pour étudier et analyser ses besoins. Alors, je veux savoir, madame, la commune, elle a à peu près, depuis 1981, madame, 17 à 18 décrets qui définissent sa mission et son attribution par rapport à la wilaya et par rapport à l'État. Et de par cette mission et cette attribution que la loi donne à la commune, donc, dans tous les secteurs, madame, travaux publics, l'habitat, la culture, l'agriculture, la santé, le sport, l'éducation. Oui. Il a le pouvoir d'agir. Voilà. Il a le pouvoir d'agir, mais je vais vous dire comment. Nous avons un budget. OK? Nous avons un budget. Et le budget, peut-être après on va développer cela, le budget, il est financé à 80% par l'État. OK? Voilà. Et une fois il est financé par l'État, nous avons ce qu'on appelle une partie du budget qui est l'association équipement, où il y a ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc, de cet argent-là, on prend un pourcentage qui est un minimum de 10%, et on va faire ce qu'on appelle le développement par le biais d'une section donc, budgétisée qui est l'association équipement. Plus les subventions de wilaya, plus le fonds d'équité territoriale, qui maintenant on l'appelle caisse de garantie de solidarité, qui elle finance donc les communes qui en ont besoin. Mais moi je suis un petit peu de la génération où quand je suis maire, j'ai un budget, c'est vrai, il y a les taxes et les impôts. La fiscalité, oui. Concédés partiellement par l'État à la commune, c'est-à-dire qu'on prend une petite partie. Je vous donne par exemple l'IRG, on prend 50%, on nous donne de la TVA 5%, on nous donne de l'UFU 40,7%. Restez sur le plan financier, voilà. On va le détailler. Voilà. Mais auparavant, on va rester un peu... Non, c'est pour arriver à dire qu'on est lié. On n'est pas lié, madame. Justement, on va poursuivre ça. On va donner la parole à monsieur Trinissa. On a souvent tendance à dire que l'élu n'a pas de prérogatives. Est-ce par méconnaissance? Est-ce par mauvaise gestion? À quoi peut-on aujourd'hui... C'est un discours ambiant. C'est une idée très répandue, surtout défendue par les élus. Oui. Je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils veulent assez de pouvoir, beaucoup de pouvoir. Ils réclament du pouvoir. C'est un enjeu presque de pouvoir pur. Alors, ils rentrent en dialogue, parfois en conflit avec les autorités de l'État pour avoir plus d'autorité. Ah oui, souvent entre les PAPC et oui, l'OAJ, donc, il y a des pour conflits, dire il n'y a pas d'entente. Ils ont juridiquement, disons juridiquement, je suis juriste, ils ont un pouvoir, des prérogatives, un budget. Ils sont représentatifs, ils sont représentants de la commune, de l'État, et ils doivent quand même avoir l'idée que la décentralisation, cette décentralisation, elle est dans un État unitaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils rentrent en guerre contre les représentants de l'État. Et donc, tout l'enjeu de la gouvernance locale, c'est-à-dire la gouvernance, c'est comment travailler en orchestre harmonique avec les autorités. Pourquoi? La question des compétences, c'est un partage. D'abord, c'est un partage. Donc, la commune, il a beaucoup de compétences quand même. Oui. Là où il a comme Michelin, il a assez de compétences. Il a presque une masse considérable de compétences. Mais on dit souvent que les PAPC, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Hein, peut-être par rapport au financement. Oui, peut-être au financement. Ils disent qu'ils sont juste des cadres administratifs, qu'ils n'ont vraiment pas de moyens d'agir, alors qu'ils sont les premiers à devoir affronter la population en cas de crise. Est-ce que finalement, non, il y a des textes de loi qui leur permettent au contraire d'agir? Il y a une fiscalité locale peut-être qui est faible. Qui leur revient? Oui, la développer, oui. Madame, oui. Il y a les subventions de l'État qui sont des financements acquis.
Voilà. Ils ont droit à des subventions, c'est presque des ressources locales, des subventions de l'État, les PCD, le FCCL. On va parler du PCD donc, plus précisément. Non, pour revenir à l'idée, c'est un discours, je pense. Oui. C'est un discours tenu par les élus pour avoir plus de pouvoir. C'est un enjeu de pouvoir. Je pense qu'il faut dépasser ce face-à-face mortel entre les élus et l'administration. Il n'y a pas utilité aujourd'hui de revoir le code communal ou de donner plus de prérogatives au PAPC? Peut-être. Le principe, il est là. C'est-à-dire, mais il faut, je pense, les textes actuels, il faut les épouser. Ils ont quand même, c'est un cadre, disons, juridiquement, qui contient des potentialités assez importantes. C'est-à-dire les textes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à refaire les textes. J'ai horreur de ça. Oui. Il faut épuiser d'abord les potentialités existantes. En plus, M. Web, qui était dans les collectivités Wali, il connaît bien, il faut capitaliser l'expérience algérienne. L'expérience algérienne en matière de décentralisation, les années 70-80, c'était grandiose. Il était vraiment obèse en termes de compétences. Je suis juriste, compétences, oui, il existe. La wilaya, oui, c'est un échelon quand même qui a beaucoup de moyens juridiques. Le juridique, ça compte. Parce qu'il y a les compétences, il y a les prérogatives. Il y a des compétences partagées. Et ces moments de conflit, de partage, qui sont les conditions de la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? Comment les acteurs... C'est une coordination. Oui, c'est une coordination. Comment travailler dans la concertation, dans l'efficacité, dans une perspective stratégique. Il ne faut pas rester sur la coordination aujourd'hui de tous les acteurs. Sur les conflits presque de gestion de tous les jours, politisé, je suis élu, tu n'es pas élu, je suis légitime, tu n'es pas légitime. Comment expliquer ça, Monsieur El Wabhi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'arrête, c'est plus une question d'atteinte de pouvoir que de préoccupation réelle des citoyens, de leurs besoins. Est-ce que c'est une mauvaise formation? Moi, je rejoins monsieur. Je vais vous le dire, ça. Il a dit. C'est quoi ça? Ça, c'est le langage de la rue. J'ai pas de pouvoir. C'est pas vrai. Moi, je vous le dis. Moi, j'y étais. Je suis un exemple devant vous, madame. Hein? Oui. J'y étais. Moi, j'ai travaillé avec des APC, des PAPC. Madame, ça dépend aussi de la personne, madame. Parce qu'aussi, on est victime de notre sociologie. Le profil est important. On est victime de notre sociologie aussi, de nos traditions, de notre culture, de notre mentalité, madame. Il ne faut pas changer le code commun, il faut changer les mentalités, madame. Subhanallah. Madame, un maire, un PAPC, qui ne sait pas lire un code communal, pourquoi le mettre? Parce qu'il y a le poids des traditions. On revient aux compétences? Mais oui, bien sûr. Moi, je vous le dis, madame. Mais qu'est-ce que ça veut dire, madame? Le contrôle de la tutelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la tutelle? Est-ce que lui, il comprend? Il comprend la tutelle comme si une épée de Damoclès. Madame, la tutelle, c'est un pouvoir. Oui. Alors, il y a une phrase qu'on m'a dite et que je vais vous la redire, c'est faire la différence entre le tuteur et la tutelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette liberté d'initiative. Le Wali, le chef d'aïra, l'administration, madame, ce n'est pas des tuteurs. Ils ne sont pas mineurs, ce n'est pas vrai. Donc, ils ne sont pas des madame. On exerce la tutelle, qui est un pouvoir. Vous m'écoutez, madame? C'est un pouvoir. Pourquoi c'est un pouvoir? Parce que tous les actes de la commune doivent avoir le charia. Oui, la légalité. Base légale. Tout acte, c'est pas que chez nous en Algérie, c'est dans le monde entier. Dans les pays où il y a décentralisation, comme en France par exemple, depuis 1982, quand on défait la décentralisation, le contrôle apostolique, etc. Madame, la tutelle, c'est un pouvoir qui donne la légalité aux actes de la commune. Il est réglementaire. C'est bon, il n'est pas réglementaire, il ne passe pas. La légalité, et je dis un autre mot, la régularité, madame, la régularité. C'est-à-dire la procédure de faire quelque chose. Donc, madame, le contrôle, c'est autre chose, madame. Le contrôle, c'est une norme, c'est un objectif qu'on a fixé.
et je viens, moi, en tant que tutelle, faire le contrôle de la tutelle. C'est quoi? Donc c'est un objectif, c'est le plan prévisionnel de l'année, par exemple, 2021. Est-ce qu'on l'a respecté, on ne l'a pas respecté? C'est ça le contrôle, qui n'a rien à voir avec la tutelle. Mais vous êtes d'accord pour dire que tout est centralisé aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être libérer un petit peu plus ou décentraliser pour les collectivités locales? Mais madame, toutes les décisions reviennent... Qu'est-ce que ça veut dire décentralisation, madame? Qu'est-ce que ça veut dire? Donner plus de pouvoir décisionnel. Personne morale de la commune? Ouais. Ordonnateur, madame? Attention à quelqu'un qui touche son patrimoine de la commune, madame? Vous avez dit tout à l'heure que, est-ce que sont-ils, pas tous, hein, sont-ils conscients de ce pouvoir qu'ils ont? Je m'excuse, c'est pas pour diminuer nos collègues, mais quand on va vers la commune, quand on décide d'être élu, madame, il faut dire... Mais les chiffres ne vous contredisent pas, hein, monsieur le Wabhi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne 7% selon des chiffres de communes riches, c'est-à-dire que les autres s'appuient totalement sur les subventions de l'État. On n'est pas là ici pour exploiter toutes les potentialités des communes. Madame, qu'est-ce que ça veut dire une commune riche? Riche par quoi? Par les impôts de l'État? L'implantation des entreprises, voilà. des habitations. Mais madame, on est riche, je vais vous le dire. Moi, je suis un cadre qui ne croit pas qu'on crée des communes pauvres. J'y crois pas. C'est une pauvreté fiscale. Les communes ne se valent pas, monsieur le Wabhi. Ce qui se passe à Alger ne se passe pas dans les régions du Sud. Madame, imagine une commune du Haut-Plateau, madame, qui est agricole, madame, qui est agricole. C'est des millions d'hectares. Pourquoi ils ne prélèvent pas la taxe foncière? Que la recouvrent pas? Donc il n'y a pas de recouvrement de la fiscalité, c'est ça? Oui, la question, financement. 2 minutes. Oui. Pourquoi il ne recouvre pas? Il a 4 millions d'hectares, hein, par exemple. Pourquoi il ne recouvre pas la taxe foncière? Et pourquoi? Je vais vous dire question pourquoi. se pose, voilà. Parce que pourquoi, madame? Parce que c'est un système déclaratif. C'est que monsieur doit aller déclarer qu'est-ce qu'il a. Et sinon, nous, on ne cherche pas à et payer. nous, les communes, on est victime de ce système déclaratif. Madame, c'est un argent fou qui tourne en l'air, madame. Je m'explique. Beaucoup d'argent perdu aujourd'hui. Mais bien sûr. Les communes Oui, surtout, il pourraient faut subvenir à leurs besoins. s'entendre, c'est les concepts. Cette question de pauvreté, c'est une pauvreté fiscale. Voilà des wilayas riches qui sont classés des wilayas pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont agricoles. Hein? Si on prend la pauvreté fiscale, c'est le produit de la fiscalité divisé par le nombre de populations. Et ça donne des wilayas pauvres, alors qu'il y a des wilayas qui sont riches, économiquement riches. Donc la fiscalité ne représente pas, ne donne pas... Ou la centralisation, hein, donc la fiscalité non, c'est ne pas revient question pas de centralisation. directement à la commune. Non, madame, il y a de l'idéologie dans l'air. C'est-à-dire, on est sur l'air revendicatif, on revendique, c'est des mots, la tutelle, la centralisation, où sont versées ces l'État... fiscalités, monsieur Trinissa? Ces fiscalités reviennent à qui? Ce n'est pas la commune. Il y a un partage. Je peux vous expliquer. Hein. Oui. Oui, il y a un partage. Il y a un partage Je peux vous expliquer. de la fiscalité. Vous allez être étonné. Hein. Je vais vous donner la parole, monsieur Wabhi. Oui, Allez-y, monsieur il Trinissa. y a la fiscalité locale qui revient aux collectivités, à la commune, à la wilaya. Il y a des wilayas et des communes riches parce qu'ils ont beaucoup de rentrées. Hassim Saoud, Hassim Ramal, Skikda, Erzi, Bjaya, L'Asima, tous les wilayas riches. Barouiba riche, Zergaïa riche, parce qu'il y a un tissu économique important. Les zones industrielles. Donc, il y a des communes pauvres fiscalement parce qu'il n'y a pas de fiscalité, par exemple, agricole. Il y a les fameuses exonérations qui font que des communes sont riches, des communes sont pauvres. Mais il y a toujours la solidarité entre les communes à travers le fonds de garantie. C'est là, c'est-à-dire qu'on répartit, on essaie de répartir équitablement Pourquoi les le richesses. système, madame, Il a soulevé un problème intéressant. Hein. Mais si, il y a l'exonération aussi le dégrèvement. oui, les dégrèvements, les exonérations qui ont appauvri fiscalement. Bien sûr. Oui. Où il y a un principe que les exonérations sont compensées. C'est une règle posée dans les textes. Donc, Mais dans la pratique, ce que me Finalement, ces gêne... communes ne peuvent pas vivre sans la subvention de l'État. Oui, mais c'est-à-dire ce discours est simpliste. Oui.
c'est pas un diagnostic, Il ne pousse disons, pas scientifique. aussi à chercher réellement le potentiel de ces communes, à faire un véritable travail de manager, d'entreprise. Comme on le disait la dernière fois, l'élu doit aussi avoir cet esprit. Mais oui, demain je serai un jury du maire, comment je vais faire je vais mettre devant moi le répertoire fiscal. Qu'est-ce qui me revient, qu'est-ce qui ne me revient pas? Où j'ai droit, où j'ai pas droit. Oui. Et il faut savoir, madame, que concernant la fiscalité communale, je vais vous dire, il y a deux parties. Il y a les impôts taxes concédés partiellement par l'État aux communes, tels que la TVA, l'IRG, le patrimoine, etc. Mais, madame, l'État a concédé certaines taxes totalement à la commune. À elle de le recouvrer. Ce qui n'est pas fait. Voilà. Bon, je vais vous Donc dire. il y a des pertes Je vous dis sèches. une ville comme Alger ou la Oran qui m'a galé au stade, imagine. Je vous donne un exemple. Hein. La taxe de séjour. La taxe de séjour, madame, tous on va à l'hôtel et qu'est-ce qu'on fait? 10 000 dinars plus 400, ceci, cela, bon, Angoulême. Bon. Le texte nous dit mettre en place une régie et aller ramener votre argent. Ce n'est pas l'État qui va vous ramener la taxe de séjour, madame. Voilà. Pourquoi l'élu, le secrétaire général de la commune, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est lui le pivot en principe, eh ben, il n'a qu'à faire une régie et faire le tour de tous les hôtels et ramener de l'argent, madame. Il y a des communes des cadres qu'on a enseignés dans ce domaine-là, eh ben, je ne vous dis pas la ville, eh ben, quand il a fait le travail, il faisait rentrer 13 millions de dinars par jour. Justement, hein, c'est bien que vous parliez de cette formation. On dit que beaucoup d'élus n'ont pas forcément le savoir. Les affiches. Les affiches. C'est la commune qui les encaisse directement, on n'a pas besoin de la direction des impôts. Donc les il y a affiches de l'argent qui rentre dans les caisses de la commune et les directement. plaques professionnelles, madame. C'est une loi de finances. Article 56, loi de finances 2000. Elle a été repris en 2018, imaginez combien d'années? 2000 à 2021, combien d'années? 21 ans, il y a des communes qui n'ont pas recouvré cette taxe des affiches imprimées, clignotantes, lumineuses, peintes, je ne sais pas. Et nous avons et les dimensions et le tarif, madame. Ils disent, messieurs de la commune, allez-y. Cela? Mais comment l'expliquer? Maintenant, on fait de la formation, madame. Il faut rendre hommage peut-être à la direction générale de la formation du ministère de l'Intérieur, mais on fait beaucoup de formations en ce sens, madame. Et ça bouge un peu, parce que quand ils terminent leur stage, mais qu'est-ce qui ils freine partent recycler. Finalement, tout cela freine le développement local. On n'améliore pas, l'élu n'améliore pas les conditions de vie de son citoyen. Je vais arriver à citoyen. votre raisonnement. Maintenant, les plaques professionnelles, ma cache, madame. Il y a combien de médecins, il y a combien de cliniques, il y a combien de bureaux d'études, hein? Il y a combien de notaires, il y a combien d'huissiers, Et on dit, à vous entendre, M. Lepri, il n'y a pas de problème aujourd'hui d'argent, de finances. Il n'y a pas de recouvrement, il y a des pertes sèches. Madame, il faut le ramener, l'argent, madame. Il faut le ramener. Il faut faire un recensement, madame, de toutes ces plaques professionnelles. Et c'est très simple, madame. Je vais au centre de commerce, il appuie sur le bouton, je le paye, il met dans le CD et j'ai tout ça devant moi. Non. On en parlait tout à l'heure, il y a ce plan communal de développement, le PCD, bien sûr. Le document qui définit la stratégie de développement des communes sur base de lignes d'orientation définies par le PRD. Il indique donc les objectifs spécifiques. Vous en parliez également, hein, M. Trinissa, des communes et les priorités de développement ainsi que les moyens à mettre en œuvre dans ce cadre. Vous êtes un peu contre ça. Madame, le PCD, il est financé par l'État. Oui. Okay, mais le PCD, il est cadré. C'est-à-dire que moi, PAPC, je ne peux pas faire ce que je veux avec cette... parce que la tutelle a un droit de regard. Il est autorisé pour l'AEP, il est autorisé par l'assainissement, il est autorisé par ceci, cela. Donc, c'est dans le texte, madame, il y a un décret spécial pour ça, le 98-227, modifié complété, qui vous dit, voilà ce qu'il faut faire le PCD. Donc moi, PAPC, je suis cadré, je peux faire ce que je veux. Dans une commune des hauts plateaux, il y a de la chaleur, il peut faire une piscine. Il ne peut pas. Madame, c'est interdit. Ça ne passe pas. Mais, si ce monsieur, ces gens-là... C'est là qu'ils disent qu'ils ont les mains et les poignets. Il va encaisser ses affiches.
il va recouvrer ses plaques professionnelles, madame. Il va ramasser cet argent dans les hôtels. Il pourrait lui-même créer de la richesse dans sa faire commune. des efforts pour avoir cette taxe foncière, madame, qui coûte des milliards, madame. Il y a un autre sujet aussi, madame, qui coûte des milliards, la publicité. Oui. Madame, la publicité, je vous informe, j'étais membre de la commission à Alger ici quand j'étais responsable. On a fait, madame, une commission, et on a fait un atelier, on a travaillé pour Alger, madame. Et on a fait ce qu'on appelle une réglementation de la publicité à Alger. Peut-être monsieur se rappelle. Et qu'est-ce qu'on a fait, madame? On a trouvé des panneaux bifaces. Des panneaux bifaces. Imagine, bifaces. Des voitures, je sais pas quoi, de Danone. 300 dinars. C'est quoi? C'est la permission de voirie. Mais le monsieur qui a fait ça ne savait pas qu'il existe une réglementation et qu'il y a une recette publicitaire, madame. Alors, Alger, madame, je vous l'annonce, elle faisait rentrer 150 milliards de publicité en mobilier urbain. OK? Et qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait le travail ici à la d'Alger, madame? J'étais membre de la commission d'ouverture des prix, président et de l'évaluation, madame. Eh bien, je vous annonce, peut-être que des gens m'écoutent, on est arrivé à faire rentrer, madame, pour les communes d'Alger, 450 milliards. Quand le recouvrement est fait. Hein. La différence, madame, 300. Imaginez, madame, maintenant on va se promener, Tibi, un panneau publicitaire. Là, vous parlez, monsieur Robhi, de la commune d'Alger, qui n'est pas, peut-être pas partout. Hein. Il y a des zones qui n'ont pas toute cette activité économique, tous ces panneaux publicitaires. Que pensez-vous justement de ce concept de zone d'ombre? Est-ce qu'il faut les classer à part? Est-ce qu'il faut leur donner un fonds spécial? Ou est-ce qu'il faut pousser ces communes à aller chercher les richesses chez eux, hein, localement? Madame, moi, je suis un fervent défenseur de ces zones d'ombre. Hein. Quand même, je suis un fils des hauts plateaux, madame, je sais ce que c'est. Mais il faut un fonds spécial, c'est vrai. Et il faut que ça soit financé par l'État. Pourquoi je vous le dis? Comme disait Oustet, madame, je suis dans cette localité, je ne recouvre pas mes taxes. Subhanallah. Qu'est-ce que c'est que madame, dans un village, dans une petite ville, la taxe des ordures ménagères à cité? Pourquoi madame, il ne la recouvre pas? Alors, c'est normal, madame, que l'État intervient. Moi, je vous le dis, je suis d'accord même qu'il se substitue pour régler le problème de cette population qui est dans un état un peu lamentable. Finalement, M. Trinissa, c'est peut-être de la mauvaise gestion ou de la méconnaissance de loi. C'est une question de compétence aujourd'hui au niveau des... Il y a de tout. On se débat, sincèrement, on se débat dans des problèmes presque, je dirais, mineurs. C'est une question presque de gestion, la question du recouvrement. Il faut qu'ils connaissent les taxes, la taxe foncière, la taxe des ordures ménagères, la taxe d'habitation. Il y a une vingtaine de taxes. Bon, il y a les 4 vieilles, comme on dit, mais il y a une vingtaine. La taxe sur des activités minières, il y a une multitude de taxes. Il faut le connaître. Donc, il faut faire sincèrement un saut qualitatif. Il faut, pour les élus, qu'ils deviennent des acteurs. Même je te l'ai sincèrement, le discours revendicatif de l'assistanat, il faut en finir. Ce discours nous mène vraiment vers des considérations vraiment... Nous sommes en pleine crise économique et financière. Nous ne pouvons plus nous permettre. Ça nécessite l'innovation, ça nécessite... D'abord, il faut épuiser le cadre actuel et les... je dirais agréable. Il est utile, il n'est pas exploitable pour aller à la stratégie. Il faut devenir des acteurs. Par exemple, le problème du financement, il faut recourir au PSD, pas les PSD, les DSP, délégations de services publics. C'est une solution extra-budgétaire. Mais ces communes n'élaborent pas de plan annuel ou pluriannuel. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Alors que le texte prévoit ça. Pour chaque mandat, il y a un plan quinquennal. Il y a le plan d'aménagement. N'en parlons pas des postes d'eau, le plan d'aménagement de la wilaya qui est publié au journal officiel, qui a passé par une étude technique approuvée par la PIWI. Tout ça existe.
mais quand même, il y a presque un manque de débat, c'est toujours le discours problème, ما عندناش les financements, ما عندناش pouvoir, chef d'aïra, la tutelle. C'est un discours vraiment qui me harasse. Chaque fois, j'ai fait des formations pour les chefs d'aïra, comme pour les îles. C'est un discours qui me gêne. Pourquoi? Parce qu'il ne mène pas vers un saut qualitatif, un saut stratégique. Il faut aller à la gouvernance. Il faut chercher les financements. Les financements, ce n'est pas des niches fiscales, mais c'est surtout des idées. Quand, par exemple, un maire, par exemple, prend l'initiative de construire un marché de proximité, je donne toujours l'exemple. Voilà une population qui travaille sur le trottoir, qui fait rentrer des millions. Donc je peux, moi élu, organiser. Oui, organiser. Et financer, améliorer le cadre de vie de ces citoyens, parce que ça reste la bâtisse. À travers ces gens-là, je peux avoir le terrain, c'est la commune, c'est la propriété. Je peux faire un montage financier à travers les participations de ces gens, peut-être avec un truc bancaire ou à travers le FCCL avec le prêt. C'est toujours, il y a une possibilité. Donc, il faut aller vers l'innovation. C'est-à-dire, voilà un élu qui a de l'idée, puisque le marché de proximité, un projet pour la ville, pour la commune, pour le justement, il n'y a pas de plan d'aménagement, il n'y a pas, même pour le ramassage des déchets, on le voit, on croule sous les déchets. Madame, le manque de vision, l'initiative, c'est des gens qui sont... Si tu es élu, c'est-à-dire que tu es un acteur qui a une vision, qui a un projet. Alors, voilà. Pour revenir à vous, Monsieur Le Habri, les rapports de la Cour des comptes ont souvent pointé une faible consommation des budgets par plusieurs wilayas. Quelles sont, selon vous, les raisons qui font que les budgets existaient, mais dont l'exécution fait défaut? Madame, quel budget? Pardon? Il parle de quel budget? Les budgets attribués, alloués aux communes. On dit que les budgets étaient existants, mais qu'ils ne s'exécutaient pas. Les PSD, les PCD, etc. Mais, oui, les budgets existent, mais ils ne s'exécutent pas. Bon, Madame la Cour des comptes, avec tout le respect que je leur dois, c'est normal, parce qu'eux, ils viennent contrôler. Et d'ailleurs, de leur rapport, j'ai fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, on ne dit pas budget qui n'a pas été exécuté, Madame. C'est des budgets d'équipement qui sont financés soit par le sectoriel, Madame, c'est la wilaya, c'est pas les communes. Des PCD, des subventions de wilaya. Parce que, je vais vous dire une chose, Madame, mais tout cet argent-là, comme disait l'Oustet, Madame, il passe par quelque chose, non? Il passe par le marché public. Il ne faut pas l'oublier, Madame. Nous. Voilà le budget, Madame. Il est là. Mais comment le dépenser? Il y a une procédure, Madame, qui s'appelle le marché public. Et ce n'est pas donné à tout le monde, Madame, d'aboutir à réaliser ces projets, puisque, comme vous disiez, on n'est pas planifié. Je veux vous dire quelque chose, peut-être que ça sera dans le Code des marchés publics, l'article 158, il l'oblige. C'est obligatoire que toutes les communes, enfin, toutes les institutions, les entités publiques soumises à ce code doivent élaborer un plan prévisionnel de l'année à venir. C'est-à-dire 2021. Écoutez, Madame. Ensuite, dans ce même article, il leur dit, vous le publiez dans le BOMOP et sur votre site web. Ils le font. Vous avez vu, on ne le fait pas. Voilà. Ce plan de développement, Madame, il ne faut pas oublier, ce n'est pas en donnant de l'argent qui m'agresse. Non, Madame. Il doit faire l'objet d'un marché public, Madame, attention. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Avec ce décret que nous avons, il faut des compétences et des hautes compétences, Madame. Ce n'est pas n'importe qui vient le... Et comme on n'est pas planifié, et comme on n'est pas prêt, qu'on n'a pas eu le temps, donc, de se préparer, eh bien, on commence un projet le mois de janvier. La procédure, elle dure 3, 4, 5 mois.
L'année 2021 est passée, on n'a pas encore terminé. C'est ça que les budgets ne sont pas consommés. C'est à cause de ça. Alors que, madame, je vais vous dire, dans notre pays, il y a un décret, je vais le dire, 98 de qui a été complété, qui nous dit, s'il vous plaît, maturez vos projets, lancez la procédure, donnez-nous les résultats de l'appel d'offres, maturez-le et envoyez-nous, on vous donne de l'argent. L'année 2020, pour l'année 2021. On ne le fait pas, madame. Alors, les gens qui le font, ils ont réussi leur projet et ils ont réussi leur budget parce qu'ils sont pris à temps. Ouais. Voilà comment ça se passe, madame. Et faites votre prévision, faites vos projets, lancez l'appel d'offres sur la produit du marché public et c'est le résultat de cette procédure. Et bien sûr, je dois faire des priorités. Peut-être que dans l'arbitrage, mais me donne un choix là. Oui. Et on est prêt, madame, le mois de janvier, février, on commence et on termine. On ne le fait pas, madame. Alors, qu'est-ce qui freine aujourd'hui le développement local? Est-ce que c'est le profil, finalement, de l'élu qui ne correspond pas? Plusieurs facteurs. Le facteur humain, la qualité des élus, sincèrement. Non, il y a aussi les administrateurs. Les administrations, la réglementation déjà lourde. Le marché, ça fait peur. Oui. C'est vrai. Oui. En plus, on n'arrive pas à maîtriser tout. Les communes n'ont pas des compétences en termes humains, c'est-à-dire n'ont pas assez d'ingénieurs, d'architectes, de gens qui font l'évaluation d'économistes. Parfois, il n'y a même pas un financement. Oui, c'est-à-dire il faut quand même doter les communes de compétences. Ils sont dotés. Bon, mais quand même par rapport c'est en contradiction la nomenclature. Oui. Quand vous faites un séminaire et vous faites le tour de table, c'est extraordinaire. Oui. Mais non, je ne remets pas en cause la compétence. Oui. Mais après, il faut agir sur le terrain. On les forme, madame. Madame, vous les formez, justement. Mais bien sûr, madame, un licencié en droit ou un magistrat en droit, madame, quand il donne le marché public, quand il veut le lire, quand il vient investir avec moi, madame, au lieu qu'il fasse 6 mois pour l'autre qui n'a pas le niveau, de le comprendre, ce personnage, en 3 mois, il le comprend maintenant. Oui, je parle en termes de compétences en nombre. Il faut doter d'assez de cadres. S'il y a un seul cadre, un seul architecte, même pas d'économistes qui font les prévisions, il faut aller... Doter l'administration de compétences. Techniquement, sur le plan technique. Bon, l'administration a fait l'effort pendant 20 ans pour recruter... Vous êtes au courant, nous avons le CNR, madame. Vous le connaissez, le CNR? Oui, bien sûr. Il a fait une très belle étude, madame, de la réforme des finances locales. Il a soulevé tous ces problèmes. Oui. Il a fait un état des lieux, madame, il a donné des solutions. Quelles sont les mesures à prendre? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi une partie de ce pari d'encadrer les communes. Oui. Voilà. Il y a d'abord des textes qui sont... Ça viendra, madame. Ça viendra. Mais, comme disait Oussed, le décret, madame, du code des marchés, je veux vous le dire. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas fait de prévision, on ne le réussit pas. Mais est-ce qu'il n'est pas peut-être d'alléger pour les communes, les petites communes, pour les communes par exemple, alléger avec des dispositions dérogatoires pour une durée de 5 ans, par exemple. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Pour alléger. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, pour ne pas les compétences, pour les moyens humains, pour maîtriser le processus. Qu'avez-vous à répondre aujourd'hui aux PAPC qui disent ne pas avoir assez d'actes de liberté de manœuvre, non pas, et ça ralentit, la loi relative à la commune et celle relative à la wilaya n'ont pas donné d'attribution de prérogatives susceptibles de libérer l'initiative et l'action de l'élu. Qu'avez-vous à leur répondre? C'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, voilà, il est autorisé à faire des DSP, délégation de services publics. J'ai pas terminé. Pour construire, par exemple, un marché de proximité. Je donne cet exemple. L'élu de demain, vous lui dites quoi? Vous avez aujourd'hui toutes les modalités pour pouvoir je lui dis, juridiquement, comme juriste... Oui, juridiquement, bien sûr. Et il y a la loi, essayer d'appliquer la loi. Épuiser les potentialités existantes dans la loi. Et c'est déjà beaucoup. C'est très simple. Je vais vous dire. Il faut être terre à terre, madame.
terre à terre, simple. Oui, oui, on explique à, voilà, à tous les citoyens. Je vais vous dire. Le PAPC, c'est un Algérien comme nous. On doit aussi l'aider, le soutenir. Et on travaille ensemble, madame la locale. On parle de coordination, bien Mais sûr. bien sûr, le développement local, madame, c'est une cohésion. Pour l'intérêt général. Mais bien sûr, c'est une vision. Parce que nous avons le besoin des citoyens qui nous regardent tous les deux. Et puis c'est la base Voilà. de la démocratie participative. La liberté d'initiative, madame. C'est là où s'organise Qu'est-ce que c'est la vie. l'initiative? Madame, je vais vous expliquer. À travers le budget, à travers le budget, quand on est financé par l'État à 80%, quelle liberté d'initiative il veut? Alors que, ouais, il peut recouvrer les 80% pour balancer les candidatures de l'État. De l'autofinancement. Oui. L'autofinancement. On lui donne, il voulait 10%. C'est-à-dire réserver aujourd'hui les subventions aux communes ayant réellement. Non, je vais vous dire nous avons les produits Domagno, les produits d'hommes. Bon, je ne vais pas donner des chiffres, des comptes. Parce que, madame, si on demeure, par exemple, les produits Domagno et d'exploitation, peut-être que. Ils sont, madame, on fait rentrer beaucoup d'argent dans ces deux comptes. Parce que c'est les deux comptes qui vont favoriser et donner la liberté à ce PAPC de faire ce qu'il veut. Bien sûr, dans la limite de la réglementation. Imaginez qu'il prend l'initiative, qui fait recouvrir, qui fait des services, qui fait des activités, et il remplit ces deux comptes, madame. Les comptes qui sont réservés pour le plan de développement, pour prendre 10%, et ça. Alors, cet argent-là, il peut l'orienter là où il veut, et il va préserver le montant important des comptes. Il lui a dit de prendre. Alors, au lieu qu'il prenne 10%, madame, il va prendre 40%. Voilà. Il est entre ses mains, madame. Je fais rentrer de l'argent dans des comptes où je suis libre de faire ce que je veux avec, en préservant les comptes qui sont émis par l'État qui me disent ne touche pas. 10. Maintenant, si je fais de l'autofinancement, madame, et je renfloue ces comptes, donc les comptes de l'État vont être gonflés. Au lieu de prendre 10, je prendrai 40% pour le développement. C'est la possibilité existante dans le texte. Il faut des compétences, madame. Géré par la Le choix de l'élu est important. Par le procédé de la délégation de services publics. Il est inscrit dans la loi. Il y a une dizaine de services publics délégables. C'est-à-dire, en termes financiers, tu peux recourir au financement extra-budgétaire. Tu n'auras besoin ni des finances locales, ni de subventions de l'État. Tu peux faire un appel à candidature pour la réalisation d'un marché de proximité, d'un truc... il y a une dizaine. Une dizaine. Donc tu n'auras pas besoin. Il faut avoir surtout la vision, l'initiative. Pour vous compléter. Avoir la vision et puis connaître la vocation de la commune, qui est important. Madame la commune, elle a 13 services publics. Article 149. 13. Oui. Services publics. Oui. Délégables. Qu'on peut déléguer. On nous dit, dans le code communal, de l'article 149, on peut les faire des concessions. Et je vais vous dire une chose, ça va vous étonner. Depuis 1962, on n'a pas une terre sur la concession. Comment mettre en place une concession? Ce n'est qu'en 2018 que maintenant on a le décret portant application. Qui est difficile d'application, en fait. À Niger. Et qu'est-ce qu'on a fait, madame? Et si le service public, madame, moi, commune, je peux le déléguer qui m'égale au stade. Mais le service public, madame, c'est un service public qui est aujourd'hui géré directement par la commune. Alors que la délégation de service public exige que le service public soit un SPIC, un service public à caractère industriel et commercial, pour que je puisse le concéder. Mais vous venez de relever une question importante, c'est qu'il y a des lois, mais il n'y a pas forcément de texte d'application derrière. Oui, mais quand même, pour moi, par l'exemple, je peux, moi, maire, susciter de la concurrence chez les gens qui ont de l'argent, les entrepreneurs qui sont, par exemple, sans projet. Il n'y a pas de marché public, donc, voilà, je suis maire, on va faire une ville agréable, vivable, aérable, il y aura des terrains, un marché de... Surtout le marché de proximité. Avoir un programme. Oui,
un marché de proximité agréable. On peut, donc, je peux susciter chez un homme d'affaires qui a de l'argent, qui n'arrive pas à les placer. C'est un entrepreneur. C'est simplement exploiter les richesses de sa localité. Oui, hein, je lui offre. Voilà, juridiquement. Bon, il y a une procédure de concurrence, en fait. Je ne peux pas l'avoir intuitif personnel. Et donc, je peux susciter ça. Donc, je peux, avec tous les acteurs économiques. Voilà. Vous travaillez dans cette gouvernance globale avec tous les acteurs. Il ne faut pas rester dans le solidarité, le sport, le mobilisme, la politique politicienne, des détails. Madame, c'est comme disait, madame, c'est un texte qui dépasse certaines compétences, madame. Moi, j'ai fait un séminaire sur la délégation de service public, madame. Je l'ai fait. Alors, croyez-moi, je le dis devant vous et peut-être devant l'Oustad, qui connaît le... Devant nos chers téléspectateurs. Voilà, téléspectateurs. Et les gens à qui j'ai fait ce séminaire, ils sont peut-être en train de m'écouter, madame, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Hein. Oui. Moi, j'ai fait une petite recherche. J'ai voulu appliquer le texte de 2018 sur la délégation publique concernant la fourrière. Mais, madame, j'ai fait un travail de 2 mois. Mais, aller le mettre sur le terrain, impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut réviser le code communal. Parce que les services publics prévus actuellement dans le code communal ne sont pas des services publics qui sont délégables dans le cadre de ce décret. Cela freine. Voilà, ça n'a rien à voir. Ils demandent un budget, ils demandent un plan de financement, ils demandent un management. Oui. C'est inapplicable. Donc il faut des hommes, madame, il faut des compétences qui se mettent à table et qu'on fasse ce travail. On travaille. Il faut travailler, il ne faut pas s'arrêter. Travailler dans l'intérêt général. Des acteurs. Voilà, madame. Sur les khdim, et vous allez voir, madame. On va réussir, madame. Je vous jure, madame, qu'on réussira. Parce que c'est à notre portée, madame. Oui. Voilà. Alors, pour revenir aux derniers amendements qu'il y a eu, une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 1110 du 22 juin 2011 relative à la commune a été publiée au dernier numéro du journal officiel pour les APC et les APOI. Alors, expliquez-nous réellement en quoi cela apporte un changement. Est-ce que c'est un moyen de renforcer la représentativité ? Bon, la modification, c'est surtout pour mettre en harmonie les deux textes, le avec texte sur les régime élections. électoral. Pourquoi? Parce que le nouveau régime d'un mode de scrutin proportionnel à la liste ouverte, c'est-à-dire pas à la liste fermée, donc ça a nécessité une modification. On va voir dans l'application. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'instabilité. Donc le texte essaie de donner une cohérence et surtout avoir surtout les exécutifs stables et cohérents. Pourquoi? C'est une condition de l'efficacité. Si on aura des APC, des assemblées éclatées politiquement, ou peut-être, c'est un risque. Pourquoi? Parce que la proportionnelle, elle a le mérite d'élargir la représentation, mais elle a un inconvénient, c'est d'éclater la représentation, et c'est pas évident. Bon, on est dans une phase historique où tout le monde veut être représenté. Mais ça ne donne pas toujours une cohérence et une efficacité. Moi, j'ai pas compris. Mais le texte, surtout, il est conditionné par l'application. Bon, il a essayé d'harmoniser, de mettre de la cohérence. Il a mis des hypothèses. Il a essayé de réduire les incertitudes liées à ce mode d'élection. Et qui sait, il est bien, il va apporter son neuf, mais on va voir. C'est-à-dire qu'il a essayé de donner de la cohérence, surtout pour avoir des APC et surtout des exécutifs cohérents, représentatifs. Et bon, voilà les hypothèses. C'est des hypothèses de cohérence, de stabilité, condition de l'efficacité et de la continuité. Alors, il nous reste quelques minutes aujourd'hui pour terminer cette émission. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut peut-être changer son mode de vote? C'est-à-dire que l'élu aujourd'hui, c'est généralement le voisin, celui qu'on connaît, c'est celui qui est proche des citoyens. Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui vers la compétence et davantage de formation envers ces élus?
Madame, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on n'arrive pas à ça, on n'a rien fait. Hein. Si on n'arrive pas à mettre des compétences, on n'aura rien fait. Moi, j'ai lu, comme vous, l'article 65. Oui. Il y a 3 hypothèses. Oui. Majorité absolue, Oui. élu par ses pairs, parce qu'ils sont majoritaires. Ensuite, deuxième petit paragraphe, il dit... S'il y a encore... Non, il a dit 35 et 2. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il a dit les deux qui ont minimum 35, donc ils peuvent présenter un candidat. C'est dans le cas où aucune des listes n'a obtenu les 35%, au moins des sièges. Il y a 3, et madame, il y a 3 scénarios ici. Oui. Il y a 3. L'oul, chez Goulek. Et Goulek, majorité absolue. Comme nous avons les nombres de sièges impairs, donc Oui. c'est toute seule. Mais ce qui m'a mis que nous perd 50 plus 1. Oui. Bon. Maintenant, le deuxième, madame, le deuxième petit paragraphe, Goulek, en cas où il n'y a pas une de majorité absolue, oui. on prend... Un deuxième tour. Non, on dit... Un deuxième tour a lieu entre les deux candidats. D'abord, il faut faire sortir qui ont obtenu au minimum 35%. Oui. Et il a dit les deux. Les deux. Donc, je ne sais pas pourquoi il a dit deux. Oui. Et comment ils vont choisir leur... Imaginez qu'il y a deux listes qui ont obtenu 35 et qui sont... donc, ils ont le droit de présenter un candidat. Qui va les élire? Est-ce que c'est leur père ou c'est tout le monde? Le troisième scénario dont vous avez parlé, oui. Il dit quand il n'y a plus ni 35 ni... Oui. Un deuxième tour a lieu entre les deux candidats. Deux tours. Oui. Ayant été classés à la majorité, premier et deuxième. Voilà. Est-ce qu'il le dit pour le deuxième et troisième? Enfin, moi, je n'ai pas compris. Monsieur Trinissa? Je le dis sincèrement. Oui, bon, j'ai compris qu'il essaye de... Et comme il a dit Ossed, ben pour les alliances, ben ça va revenir. Hein. Oui. C'est-à-dire, j'ai toujours défendu... Il nous reste 2 minutes pour clore le débat. Que la proportionnelle, elle a l'avantage d'élargir la représentation. Mais elle a l'inconvénient d'éclater la représentation. Et ça, c'est une occasion peut-être pour les alliances dans le sens noble. C'est-à-dire, voilà un consensus, voilà une gouvernance qui commence déjà dans l'alliance pour l'intérêt général. C'est possible, c'est bien. Mais... ça risque de déraper parce qu'il y a peut-être des conflits d'ordre peut-être personnel, partisan. Bon, mais quand même, on a l'expérience des années 90 qu'on avait des alliances même entre partis qui ne sont pas de la même mouvance. C'est-à-dire non, mais alliance partisane, c'est une discipline politique. Oui. Oui. Donc, je suis ici, je fais alliance avec parce que j'ai un intérêt pour ce qui passe notre ami, mais le même parti politique, le même, il fait une avec un autre parti. Oui. Alors, ils ont oublié leur programme, madame Jean-Pierre. Oui, après, c'est le débat dans l'arène politique. Mon avis, madame, simple, il faut encourager le mouvement associatif pour participer. Oui. Une démocratie participative, moi, on n'a pas eu le... Sans aucune, madame... Bien sûr, Wallah al-Adim, il faut aider, il faut tout faire pour faire réussir le mouvement associatif à s'impliquer à la locale. C'est l'objectif de toute collectivité locale, c'est d'arriver à cette démocratie participative dont on parle si souvent, impliquer le citoyen dans toutes les prises de décision, ou au moins en tant que consultant pour les consultations. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci, monsieur Rabhi, pour votre intervention et votre présence aujourd'hui sur ce plateau. Monsieur Trinissa, merci pour tous vos éclaircissements. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.